Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny, et on revient avec un nouvel épisode carte blanche dans lequel Fanny va nous parler d'une comédie musicale qui s'appelle Fun Home. Donc c'est une comédie musicale qui est adaptée d'un roman graphique autobiographique de l'autrice de bande dessinée Alison Bechdel. Et dans ce livre, elle parle de son passage à l'âge adulte et surtout de sa relation avec sa famille, en particulier de sa relation avec son père. C'est un livre qui aborde des thèmes très sérieux comme le suicide, la dépression, l'homosexualité, des thèmes qui peuvent paraître assez inhabituels pour une comédie musicale. Et pourtant, c'est cette comédie musicale qui, en 2015, a remporté le Tony Award de la meilleure œuvre. Comme quoi. Mais oui. Alors, dis-nous-en un peu plus sur Alison Bechdel. Donc, Alison Bechdel, c'est une autrice de bande dessinée américaine qui est née en Pennsylvanie en 1960. Et avant le succès de Fun Home, elle était principalement connue pour la série Dykes to Watch Out For, donc en français traduit par Les lesbiennes à suivre. Une série qu'elle publie à partir de 1983 dans la revue féministe Woman's News. Si ce nom dit peut-être quelque chose à nos auditeurs, c'est peut-être aussi à cause du fameux Bechdel test. Donc, est-ce que tu peux rappeler de quoi il s'agit ? Oui, alors ce test est effectivement aujourd'hui très fameux. C'est pas un test qui en soi a été pensé par Alison Bechdel comme tel. C'est en fait un extrait d'une bande dessinée, justement un des strips de la série Dykes to Watch Out For. Donc un épisode intitulé The Rule, la règle, pendant lequel donc deux personnages, avant d'aller voir un film, se posaient une série de questions pour évaluer la présence féminine dans le film qu'elles allaient voir. Et en fait, cet extrait a été popularisé à partir de 2010 à peu près par des universités américaines qui ont eu l'idée en fait de tester cette règle dans la vraie vie avec des vrais films. Et c'est un test qui s'est assez bien diffusé, qui a vraiment connu un gros succès médiatique. Et donc ces trois questions qu'il faut poser au film, c'est est-ce que dans ce film on a donc au moins deux personnages féminins qui ont des noms, donc c'est-à-dire des personnages nommés à l'écran, pas simplement une figure féminine qui apparaît. Est-ce que ces deux femmes se parlent entre elles et est-ce que, troisième point, est-ce que leur conversation porte sur autre chose qu'un personnage masculin ? Et il y a notamment un site, dont on vous mettra le lien en bonus de cet épisode, bechdel-test.com, un site collaboratif qui justement fait passer le test à un très grand nombre de films classiques et contemporains. Et j'ai été voir et un film comme Le Magicien d'Oz passe le test aisément, tout comme Chantons sous la pluie. Personnellement, je trouve que c'est un test qui est d'autant plus intéressant pour analyser, on va dire, pour faire des statistiques et constater un problème systémique, c'est-à-dire regarder les films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film et constater à quel point le pourcentage de films parmi eux qui ne passent pas le Bechdel test sont foison, quoi. Plutôt que pour regarder chaque film individuellement et savoir s'il le passe, quoi. D'autant que le film peut passer le test et pourtant être malgré tout problématique. Complètement, il y en a beaucoup même. Alors parle-nous plus en avant de la bande dessinée Fun Home. Donc Fun Home, c'est une bande dessinée qui paraît en juin 2006 sous le titre complet Fun Home, a Family Tragicomic. C'est un livre dont les enjeux sont sans doute parfaitement résumés par cette réplique qui figure dans la comédie musicale. My dad and I both grew up in the same small Pennsylvania town and he was gay and I was gay and he killed himself and I became a lesbian cartoonist. Donc dans cette bande dessinée, Alison Bechdel va donc raconter son enfance et son adolescence dans cette petite ville de Pennsylvanie et elle va mettre en parallèle la découverte de son homosexualité à elle et de celle de son père homosexuel refoulé qui a des relations avec des jeunes hommes mineurs. Le titre Fun Home, ça désigne en fait le funeral home dont son père va hériter de ses parents à lui et dans lequel donc Alison Bechdel et ses deux frères vont passer une partie de leur enfance. Plus généralement, Fun Home, ça permet aussi de décrire cette atmosphère bizarre dans laquelle elle a grandi, parce que donc son père est professeur de littérature en lycée, et par ailleurs à mi-temps thanatopracteur, et a en plus un hobby qui est celui de restaurer des anciennes maisons victoriennes, et donc c'est dans une demeure de ce type en fait qu'elle va grandir, Alison Bechdel. Donc vraiment une ambiance bien particulière, un livre qui est très érudit, enfin vraiment nourri de nombreuses références littéraires
littéraire, il y a des références à la mythologie grecque, à la littérature anglo-saxonne, notamment à Ulysse de James Joyce, donc on a beaucoup de références très érudites, une narration non linéaire, autoréflexive, très méta sur ce qu'elle est en train de faire, le travail de mémoire, donc quelque chose d'assez complexe en fait, et un style de bande dessinée en noir et blanc et gris, on va dire, c'est-à-dire un trait assez fin, un dessin au trait, ce qu'on appelle le line art en anglais, qui est un peu l'équivalent de la ligne claire, mais pas tout à fait. Pour nos auditeurs spécialistes de bande dessinée. Et donc en noir et blanc et avec des éléments colorés en gris-vert délavé. Et on a vraiment un très grand souci du détail dans la bande dessinée. Alison Bechdel a mis longtemps à faire cette œuvre, je crois plus de 7 ans, parce qu'apparemment elle photographiait des éléments précis pour les dessiner avec la plus grande exactitude. Donc ce souci du détail et de l'obsession, c'est aussi un des traits marquants du personnage. Et ça se ressent vraiment dans la BD, donc qui a, comme vous l'aurez compris, un très bel objet. C'était un succès public et critique, ça a fait partie de la New York Times Book Review pendant 2 semaines en tant que best-seller. C'est un livre qui a eu de nombreux prix, le GLAAD Media Award pour la meilleure BD, le Eisner, donc le prix Will Eisner, de la meilleure série basée sur la réalité. Et chose assez peu courante, on va dire, pour les ouvrages anglo-saxons et notamment ceux qui traitent de problématiques LGBT. Il a été rapidement traduit en français puisque donc il est sorti en juin 2006 aux États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais a été publié dans Libération, donc une version traduite dès l'été suivant, et est sorti à l'automne en France, donc vraiment quelques mois après sa sortie originale, ce qui est vraiment assez atypique pour une autrice alors peu connue en France, sinon pour quelque chose de micro-niche, quoi. Alors, parlons donc maintenant plus précisément de l'adaptation en comédie musicale de Fun Home. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa conception ? Alors, Alison Bechdel n'y a pas participé directement. Je crois qu'au début, elle était même un peu étonnée, sceptique d'avoir cette œuvre très intime adaptée en comédie musicale. Mais elle était très contente du résultat et ça on le voit aussi au fait qu'elle participe activement à la promo de la version de Broadway, on reviendra tout à l'heure sur les différentes versions, mais dans beaucoup de reportages faits à l'occasion de l'ouverture de la comédie musicale, Alison Bechdel est là aux côtés des interprètes, du duo de librettistes-compositrices. D'accord. C'est un développement qui a été assez long, je pense que c'est assez classique en fait pour le développement d'une comédie musicale, mais je précise quand même que donc ça a vraiment débuté tout petit, comme souvent, des premiers ateliers dès 2009, puis une production off-Broadway en 2014 et l'ouverture à Broadway en 2015. Le principe global de mise en scène de Fun Home, c'est donc une sorte de mise en abîme de l'autrice en train de faire la bande dessinée. Il y a pas mal de vidéos sur internet qui parlent du processus de création, on en mettra aussi là encore quelques-unes, mais ce qu'expliquait Lisa Kron, autrice des paroles et du livret, et Janine Tesori, compositrice, elles expliquaient qu'il fallait toujours en fait dans une comédie musicale expliquer pourquoi le personnage racontait ses histoires. Ce qu'on n'a pas forcément quand on ouvre un livre, on s'attend à entrer directement dans une histoire. Là, il fallait un peu un prétexte, en fait, pour qu'Alison Bechdel se mette à raconter cette histoire. Et donc, ce qu'elles ont rajouté, en fait, par rapport au livre, c'est le fait qu'elle se trouvait alors à 43 ans, donc à l'âge qu'avait son père lorsqu'il est mort. Puisque cette version sur scène va mettre en parallèle 3 versions du personnage d'Alison. Donc on a 3 Alison, Small Alison qui a 10 ans, Medium Alison qui a à peu près 19 ans au moment où elle entre à l'université, et enfin Alison qui a 43 ans, qui est celle du temps présent. Et la comédie musicale est structurée sous forme de vignettes, qu'à chaque fois, donc Alison Bechdel prononce le mot caption, sorte d'instantané, qui là aussi quelque chose qui fait aussi appel, on va dire, à l'image de la bande dessinée, ou en tout cas de la case de bande dessinée, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et par ce caption, elle va appeler une série de vignettes, en fait, de scènes qui sont autant de souvenirs. On retrouve dans cette juxtaposition de caption le temps non linéaire de la bande dessinée, puisqu'on est sur l'hésitation, l'erreur, les corrections, voire du souvenir. Et on retrouve également cette attention au détail, la recherche de l'exactitude du souvenir.
On a une construction circulaire de cette pièce qui va révéler ce travail de mémoire en train de se faire avec les répétitions de certaines lignes mélodiques et de phrases, j'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple le Daddy, Hey Daddy, Come Here, OK, qui est ce qui ouvre la comédie musicale, va aussi revenir à la toute fin de l'œuvre, donc on retrouve là encore ce principe circulaire. Et comme dans la bande dessinée, on commence comme un travail de mémoire, on peut avoir l'impression qu'il s'agit avant tout de retracer des souvenirs dans un chemin autobiographique assez classique. La première chanson, c'est It All Comes Back, donc on a un espèce de flashback initial. Et en fait, comme dans la BD, au fil de la pièce, on va se rendre compte des motivations inconscientes de la narratrice, qui au début, on pense vraiment que tout s'articule autour du fait qu'elle cherche à trouver un lien entre son coming out à ses parents et la mort de son père quelques semaines plus tard. On comprend finalement, à la toute fin, que ce qui l'a fait peut-être la plus souffrir, c'est de constater qu'il n'y a pas vraiment eu de lien entre ces deux événements. Il y a une réplique où elle dit « Was it because of me? I'm afraid it wasn't ». C'est-à-dire qu'elle a peur que finalement ce soit pas tant lié à cet événement, jusqu'à la fin, son père n'aura pas su la voir telle qu'elle est et il sera finalement resté centré sur ses problèmes à lui. It's only writing. It's only drawing. I'm remembering something, that's all. Caption. Clueless in New York. In denial in New York. Family fun in New York. Child neglect in New York. I don't know. Sur le travail d'adaptation, il faut noter que même si on retrouve une ambiance proche de celle du livre, on reste malgré tout dans un registre un peu plus léger, ou en tout cas beaucoup moins érudit. Enfin, on atténue justement ce côté référence littéraire, qui est évidemment plus propice à être exploité dans un livre que sur scène. Bon, je pense que c'est aussi dans le travail, on va dire, d'élargissement du public qui a été fait entre le livre et... Ouais, pour que ça soit un petit peu moins niche, j'imagine. Oui, c'était déjà une gageure d'adapter ce livre-là, donc il fallait quand même atténuer 2-3 trucs. Et donc, les différentes versions scéniques de cette œuvre, quelles sont-elles ? Alors, on a d'abord une production off-Broadway au Public Theatre en 2014, qui a été un gros succès, qui a remporté le prix du Best Musical du New York Drama Critics Circle, et qui a été rejouée à plusieurs reprises à la demande du public. Et en fait, dès l'automne 2014, ça a été annoncé que le spectacle allait à Broadway. Et donc il a ouvert officiellement le 19 avril 2015 dans un théâtre qui s'appelle Circle in the Square, donc qui est sur Broadway, dans le quartier des théâtres, qui compte environ 800 places, qui est très petit pour Broadway, mais qui est à peu près le double du théâtre dans lequel il se jouait off-Broadway. Donc une vraie gageure à remplir malgré tout une plus grande capacité. Et donc cette production-là, tu l'as vue donc sur scène à New York ? Oui, je l'ai vu en 2015, donc c'était évidemment très bien. Surprise. C'était très émouvant, très différent, clairement, de ce qu'on peut voir ailleurs à Broadway. Le Circle in the Square Theatre, il a la particularité d'être, comme son nom l'indique, un théâtre circulaire, où le public est donc tout autour de la scène. Donc c'était à la fois très adapté à la pièce, puisqu'on peut se dire c'est aussi une façon de voir sous plusieurs angles une même histoire, et il y avait vraiment une très grande proximité entre les acteurs et les spectateurs. Ce côté intimiste, là encore, très adapté au sujet de la pièce, et qui d'ailleurs, encore une fois, beau être sur Broadway, c'est beaucoup penser à un spectacle off-Broadway. Ce truc du théâtre en rond, tu l'avais déjà vu dans Sideshow, ça ? Tu en avais parlé dans un vieil épisode. Oui, tout à fait, on retrouve d'ailleurs à la fois le côté intimiste et le côté placement du public au cœur de l'action dans les deux pièces. Parle-nous du casting justement de cette version de Broadway. Alors, de manière générale, beaucoup des comédiens de la version off-Broadway ont suivi à Broadway. C'est aussi le cas du metteur en scène, Sam Gold, qui donc a dirigé la production d'off-Broadway comme celle de Broadway. Les interprètes principales suivent. C'est par exemple le cas de Beth Malone, qui joue Allison adulte. Elle était vraiment là depuis le tout début, donc depuis la première version atelier de 2009, elle fait partie du projet. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le théâtre musical, qui a créé son One Woman Show en 2011, son One Woman Cabaret Show, qui est intitulé Beth Malone So Far, dans lequel elle raconte de manière très autobiographique aussi
son parcours en tant que lesbienne qui vivait dans les États-Unis ruraux des années 70. Donc là, on va dire une... Il y a un parallèle. Une concomitance très forte des parcours de Beth Malone, qui est lesbienne, et d'Alison Bechdel. D'ailleurs, Malone a expliqué que même si elle avait déjà connu du succès sur scène et à la télévision, je crois, auparavant, c'était la première fois où elle avait l'opportunité de jouer un rôle de lesbienne, puisque les lesbiennes sont assez peu représentées de la comédie musicale sur scène, même si on a des personnages de lesbiennes, par exemple dans Rent, qui sont des rôles importants. Il n'y avait pas de comédie musicale dans lesquelles une lesbienne était le rôle principal. Donc ça, c'est vraiment aussi un des nombreux points pour lesquels Fun Home est atypique. Autre interprète qui donc suit de Off-Broadway à Broadway, c'est Michael Severis, qui joue le père d'Alison, donc Bruce Bechdel, qui est lui un vétéran de la comédie musicale, qui a joué dans de nombreuses comédies musicales, notamment de Stephen Sondheim, qui a joué dans Assassin, pour lequel il a eu le Tony Award du meilleur acteur en 2004, mais aussi dans Sweeney Todd, dans Roadshow et dans Passion. Jodie Coon, qui joue le rôle donc de la mère d'Alison, Hélène Bechtel, est là aussi sur le projet depuis la version de 2009. C'est elle aussi une vétérane de Broadway qui a été nommée 4 fois aux Tony Awards, mais n'en a reçu pour l'instant aucun. Et qui a notamment la particularité d'avoir tenu le rôle principal dans le film Pocahontas de 1995 et qui interprète donc la fameuse chanson Colors of the Wind. On la voit aussi dans la version concert des Misérables, des 10 ans des Misérables, c'est elle qui fait Cosette. Rôle pour lequel, d'ailleurs, elle avait été nominée pour son premier Tony Award. Tout à fait. Et là encore, quelqu'un qui va suivre depuis la version de 2009, alors qu'elle est toute petite, c'est Sydney Lucas, donc qui joue pour le coup... C'est vrai, elle était là dès le début du projet. Donc elle a vraiment grandi avec le projet, incroyable. Donc c'est assez marrant. Donc c'est ce qu'on appelle son Broadway debut, c'est la première fois qu'elle jouait à Broadway quand elle fait le rôle de Small Allison, et ce qu'expliquaient aussi les autres acteurs et elle-même lors des interviews que j'ai pu voir, c'est que au début elle comprenait pas vraiment ce dont il s'agissait, c'est pas forcément, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la chanson Ring of Keys, mais il y a des thématiques d'éveil de la sexualité qui sont pas forcément évidentes à comprendre pour une enfant. Voilà, donc il disait qu'elle avait posé des questions, elle posait plein de questions. Et enfin, dans le rôle de Medium Allison, on trouve Emily Skeggs, qui, elle, ne tenait pas le rôle off-Broadway, car en fait, c'était la doublure de Alexandra Socha, qui tenait le rôle de Medium Allison dans la version off-Broadway, mais qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Et c'est donc pour cela qu'Emily Skeggs obtient le rôle, et c'est elle aussi son Broadway début pour ce rôle-là. Alors la question que je me pose, même si Fanny me l'a un peu soufflé, c'est comment est-ce qu'on vend un spectacle comme ça à Broadway ? Oui, parce qu'avec ce doublement de capacité, il fallait trouver du public pour remplir le théâtre. L'objectif que s'est auto-assigné à la production, c'était d'élargir le public au moment du transfert de Off-Broadway à Broadway. C'est un travail qui a été confié à une agence de communication qui s'appelle Spotco et qui avait notamment travaillé sur des spectacles comme Hamilton, Book of Mormon et School of Rock. La gageure que constitue le fait de vendre Fun Home à Broadway, c'est de concilier deux objectifs, c'est-à-dire donner envie à un maximum de personnes possibles de voir le spectacle, bien évidemment, mais pour autant sans trop tromper sur la marchandise et donner une image fausse de l'esprit de l'histoire. Le fondateur de cette agence de communication, Tom Greenwald, disait que l'objectif principal, c'était que les gens réalisent qu'il s'agit d'une, je cite, belle et universelle histoire familiale d'auto-identification, de réflexion et d'espoir. Ça, c'est aussi assez habituel sur comment est-ce qu'on veut vendre une histoire autour de personnages homosexuels. C'est de dire, mais non, attention. C'est un coming of age classique. Ça peut parler à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être homosexuel pour aller voir cette pièce. Ce que j'ai lu dans un article qu'on vous mettra aussi de The Atlantic, que je trouvais assez intéressant sur ces problématiques de marketing de la queerness, c'était que à côté de ça, dans l'intimité des bureaux de cette agence de communication, Fun Home était quand même surnommé le lesbian suicide musical. Donc, donc bon. Ok. Et donc cette opération de rebranding de la pièce, ça passe notamment par une modification totale de l'affiche. Sur la version de la production off-Broadway, on avait Fun Home écrit en blanc, en gros, et en fond,
sur un plat rouge, la silhouette de Allison et de son père dans une sorte d'encadrement qui représentait la maison victorienne avec des entrelacs gothiques un petit peu compliqués. Donc vous voyez quelque chose d'un petit peu raffiné, enfin quelque chose qui rappelait assez directement d'ailleurs la couverture du livre. Dans la version Broadway, on s'éloigne de cette esthétique, qui est une esthétique, voilà, on a quand même un contraste assez important sur le bleu, le rouge, un petit touche vintage aussi. Dans la version de Broadway, on a toujours Fun Home écrit en grand, mais en lettres multicolores sur un fond beaucoup plus chaleureux, puisqu'il s'agit d'un fond jaune d'or. On retrouve là encore la silhouette d'Allison et de son père, mais en tout petit, avec un toit qui va encadrer le tout et symboliser la famille, enfin ce fameux home dans lequel ils vont tous se retrouver. Donc je pense qu'on est vraiment passé sur quelque chose de beaucoup plus fun, je pense qu'ils ont aussi joué autant que possible sur l'ambiguïté du fun home, de quelque chose donc de beaucoup plus fun, de beaucoup plus léger, une typo beaucoup plus fine. Quelque chose de tout simplement un peu plus dans l'esprit de l'entertainment musical tel qu'on l'imagine a priori. Je vois. Et alors, j'imagine que donc le succès a été au rendez-vous. Succès au rendez-vous, donc cette production originale de Broadway a été nommée pour 12 Tony Awards et on a gagné 5, Best Musical, Best Original Score pour Janine Tesori et Lisa Kron, qui sont donc le premier duo féminin à gagner cette récompense. Donc petit point justement sur Janine Tesori, donc, qui est la compositrice. C'est vraiment une compositrice très prolifique de Broadway. Elle a monté son premier musical en 2007, Violet, très très belle pièce. Puis ensuite, elle est arrivée à Broadway avec Thoroughly Modern Millie en 2002, qui est une œuvre relativement connue, qui a lancé la carrière de Sutton Foster, qui est une actrice maintenant très célèbre de Broadway. Janine Tesori a été nommée au Tony pour la musique de Thoroughly Modern Millie. Ensuite, en 2004, elle a fait Caroline or Change, elle a été nommée également. Et ensuite, un peu plus grand public, en 2011, l'adaptation en comédie musicale de Shrek, figurez-vous, où elle a été à nouveau nommée. Donc on constate là qu'elle a un style assez varié, qu'elle arrive à se fondre dans les récits et les thématiques qui sont abordées dans chacune des œuvres. Autre Tony remporté par la pièce, on a le meilleur livret pour une comédie musicale pour Lisa Kron, le meilleur acteur pour Michael Severis, donc dans le rôle de Bruce Bechdel, et enfin Tony Award pour le meilleur metteur en scène pour Sam Gold. Si d'ailleurs les 3 Allison avaient été nommées... C'est ce que j'allais demander. Pour le Tony Award de la meilleure actrice, aucune n'a été récompensée. Peut-être que les votes se sont splittés entre elles aussi. Oui. Il y a peut-être de ça. Elles étaient trop nombreuses. C'est ça. C'est comme la gauche aux élections. Très bien vu. Émiettement des voix. Les débutantes, donc Sydney Lucas et Emily Skeds, ont malgré tout gagné des Theatre World Awards pour d'outstanding, donc exceptionnel début de performance, donc pour ces 2 jeunes actrices. C'est une comédie musicale en termes quelques points économiques qui va rapidement recouper ses investissements. Enfin, au bout de 8 mois, c'est une comédie musicale qui est rentable, ce qui est particulièrement dû au fait que en termes de production, on est sur quelque chose de très très minimaliste, donc qui coûte pas très cher à produire. On a très peu de musiciens et quasiment pas de décors. Le spectacle va fermer au bout d'environ 1 an et demi, en septembre 2016. Alors maintenant, on va rentrer encore un peu plus dans le contenu de l'œuvre en parlant des chansons. Alors, les chansons de Fun Home sont très intégrées à l'intrigue, au point que dans le programme, on n'a pas, comme d'ordinaire, une song list où on a vraiment tous les numéros distingués. Là, on est sur beaucoup de parler-chanter. D'ailleurs, c'est très peu dansé, c'est quasiment pas dansé, il y a juste un numéro dansé. On est plutôt dans une musique qui va directement émaner de l'action et de la parole ordinaire. Une formation musicale, comme je l'ai dit, très restreinte. Donc vraiment tout ce qui va articuler la composition de cette œuvre, c'est cette question centrale d'Allison. Je suis à l'image de mon père et je n'ai rien à voir avec lui. Ce qui est d'ailleurs la fin de la toute première chanson. My dad and I were exactly alike. My dad and I were nothing alike. Et c'est vraiment autour de cette interrogation que tout va se dérouler. Et ça se voit en particulier au fait que les mêmes phrases et les mêmes mélodies vont être dites soit de façon proche dans une même chanson par les 2 personnages, soit carrément à des endroits différents de la comédie musicale. On a des paroles qui vont se répondre entre donc ce que dit le père d'Allison et ce que dit Allison. Par exemple, cette réplique « I wanna know what's true, deep into who and what, and why and when, until now gives way to then ».
C'est une phrase qui va être chantée par Allison et par son père à 2 moments différents et qui va mettre en parallèle en fait le travail de restauration de son père avec son travail à elle de cartooniste. Dans les 2 cas, on a l'idée de faire revivre le passé, de raconter ce qui a été de façon la plus exacte possible, mais en fait pour des raisons différentes. Allison, elle va en avoir besoin pour avancer, pour faire son deuil, en quelque sorte, de cette histoire, et alors que son père, lui, essayait de se construire ce placard rempli d'illusions dans cette restauration du passé. De la même façon, on a un refrain, le fameux « Welcome to our house on Maple Avenue, see how we polish and we shine », c'est une phrase musicale qui va présenter en fait la maison immaculée dans laquelle doivent vivre la famille d'Allison, puisque le père d'Allison est un maniaque absolu qui ne veut pas que ses enfants laissent quoi que ce soit traîner par terre, et donc ils sont un peu emprisonnés dans cette maison qui met comme point capital de préserver les apparences, alors qu'elle, au contraire, va chercher la vérité. Dans toutes les chansons, elle va explorer ce rapport complexe avec ce père passionné, qu'elle semble à plusieurs reprises détester, ou en tout cas elle est cette vie mensongère qu'il veut avoir, et pourtant elle a été formée par lui, et pourtant il trouve une grande complicité, ou en tout cas une façon de communiquer à travers leur passion commune pour la littérature. Elle fera d'ailleurs des études de littérature aussi, sans doute pour se rapprocher de son père. Donc on a cette tension vraiment, on est vraiment face à une fille qui va chercher à communiquer avec son père. Alors, est-ce qu'il y a quelques chansons pour toi qui ressortent particulièrement dans cette œuvre ? Ouais, j'en ai sélectionné quelques-unes pour donner une petite idée à nos éditeurs de à quoi ressemble Fun Home. La première, elles sont en fait par ordre d'apparition dans la pièce. La première, donc, c'est la fameuse Come to the Fun Home, chanson d'invitation à rejoindre cette fameuse famille, donc chantée par Allison et ses frères, qui parodie toutes les émissions des années 70, en fait, qui mettaient en scène des familles, hein, par exemple l'émission The Partridge Family, mais il y a d'autres séries télévisées comme ça, qui étaient autour d'une famille américaine. C'est une chanson très enjouée, qui contraste avec la plupart avec toutes les autres chansons, quasiment toutes. Du musical. Une chanson qui ressemble, je trouve, pas mal à ABC des Jackson 5. Alors moi je trouve qu'elle ressemble à I Want You Back des Jackson 5. Je trouve l'intro est vraiment quasiment pareil, le petit riff de guitare. Et c'est rigolo comme référence pour faire une chanson entre des frères et sœurs, dire on va aller chercher les frères les plus célèbres de la pop music, enfin les enfants frères plus précisément. C'est assez amusant. Et cette chanson, donc enjouée, elle permet surtout de créer du contraste entre cette présentation jouée par les enfants dans le seul fameux numéro dansé dont je parlais, hein. Un moment un peu de carnaval où ils sont autorisés à faire les foufous dans le funérarium, et qui contraste donc avec la fameuse chanson Welcome to our house on Maple Avenue, où là on parle de la maison qui elle doit être immaculée, la fameuse maison victorienne où les jouets ne doivent pas traîner. Whoa, come to the fun home. That's the Bechtel Funeral Home, baby. The Bechtel Fun Home. Next to Chester Park Resort in Beach Creek. The Bechtel Fun Home. We take dead bodies every day of the week, so you've got no reason to roam. Use the Bechtel Funeral Home. What it is, what it is. What it is now, baby. L'autre chanson dont j'aimerais parler, là aussi chanson capitale, c'est la chanson Changing My Major, donc qui est une chanson qui est chantée par Medium Allison, donc Allison de la fac. Une chanson que j'ai qualifiée de sorte d'auto-coming out, au sens où c'est le moment où finalement elle révèle à soi-même, ou en tout cas qu'elle affirme son homosexualité, mais c'est une chanson qu'elle chante en fait juste après avoir pour la première fois couché avec une fille, donc de la fac, qu'elle chante en culotte en fait, vraiment au sortir littéralement du lit. Et c'est une mise en scène du passage d'une sorte de confusion totale à une sorte de révélation vraiment identitaire, et la certitude qu'elle a trouvé son chemin, qu'elle se cachera pas. C'est une chanson là encore très parlée chantée, mais qui finit sur de grandes envolées
assez puissante, puisque faudrait qu'on mette un extrait. On pourra en mettre. C'est quelque chose qui est très chanté, et après qui finit à Changing My Major to Joan, avec à chaque fois elle appuie vraiment sur le prénom de son ami. C'est vraiment une très belle chanson et vraiment insolite, et là encore c'était une volonté de la librettiste de faire une chanson qui parle de lesbiennes, qui parle de sexe en fait, lesbien, qui va contre l'idée que les lesbiennes ne font que se regarder dans les yeux pendant des heures, et voilà, qu'elle explique qu'il s'agit vraiment d'un éveil sexuel qu'a alors Medium Allison. I'm changing my major to sex with Joan. I'm changing my major to sex with Joan, with a minor in kissing Joan. Foreign study to Joan's inner thighs, a seminar on Joan's ass in her Levi's, and Joan's crazy brown eyes. Alors, autre chanson très très marquante de la pièce, c'est Ring of Keys. Oui, Ring of Keys, c'est le numéro qui a été joué pour les Tony Awards. Lorsqu'une pièce est nominée aux Tony Awards, elle fait... chacune des pièces nommées pour Best Musical présente une sorte d'extrait, un numéro dans une autre version donc, que celle sur scène, et c'est donc Ring of Keys qui a été joué pour Fun Home. C'est une chanson qui intervient après un dialogue où Small Allison dit à son père qu'une crew cut, donc une coupe de cheveux courte, maintiendrait aussi bien qu'une barrette ses cheveux hors de sa portée, parce qu'il y a tout un débat sur le fait qu'il l'oblige à porter une barrette. Et c'est une chanson particulièrement importante, là encore une chanson de révélation à un personnage, puisque la jeune Allison réalise qu'elle n'est pas seule. Elle ne sait pas encore qui elle est, mais elle sait qu'il y en a d'autres comme elle à comprendre, des lesbiennes butch, donc à l'apparence dite masculine. Puisque donc cette révélation intervient lorsque elle était donc avec son père dans un diner et elle aperçoit une livreuse qui vient déposer quelque chose au diner. Et devant l'image de cette femme, elle est vraiment médusée parce qu'elle ne savait pas que des femmes pouvaient se comporter, se vêtir ainsi. Et alors là encore, Lisa Kron explique qu'elle a écrit cette chanson à hauteur d'enfant, pour vraiment capturer comment quelqu'un de cet âge pourrait parler de l'apparence de cette femme. Elle parle de lace of boots, et elle parle notamment du ring of keys, donc ce porte-clés que cette femme porte à la ceinture, et qui... pour la jeune Allison, est quelque chose de fascinant en termes, je pense aussi, de la masculinité que ça connote, en fait, une femme qui porte les clés à la ceinture. L'enfant ne sait pas dire ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se reconnaît, parce qu'il y a une répétition du « I know you, I know you, I know you », sur la même mélodie, mais on sait pas pourquoi. Il y a aussi le « I feel ». Et elle finit pas la phrase. Il y a que des choses qui restent en suspens, donc on comprend qu'il se passe quelque chose chez le personnage, mais qu'elle-même n'arrive pas à le formuler. Et à la fin, ça se finit sur un gros accord très apaisant où on comprend qu'elle a trouvé quelque chose finalement dans cette image à laquelle elle s'identifie. Et ce qui est assez marrant dans cette chanson, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure hors antenne, ça reprend exactement une image de la BD. À partir d'une case où en effet on voit cette delivery woman, et on arrive à étendre en fait dans un numéro tout entier. Et c'est globalement ce que je trouve très très fort dans Fun Home, c'est qu'aussi le coup de la barrette, c'est un tout petit truc à un moment donné dans le livre, mais ça devient une vraie scène au théâtre, quoi. Donc c'est vraiment bien fait, tout simplement. Someone just came in the door, like no one I ever saw before. I feel I don't know where you came from. I wish I did. I feel so dumb. I feel... Autre chanson que je voulais mentionner, c'est Telephone Wire. Donc c'est la dernière fois que Allison et son père se voient. Ils font un tour en voiture et elle essaie de trouver le courage de lui parler, mais finalement elle ne le fait pas. Say something, talk to him. Say something, anything. At the light, at the light, at the light, at the light. At the light, at the light, at the light, at the light. Like you could say, so how does it feel
are both. Hey, Yeah. where do you want to go? Oh, I don't know. Dans cette chanson, ce qui est inhabituel, c'est que donc c'est une chanson qui se passe peu avant la mort de son père, donc c'est Medium Allison, enfin c'est à l'époque de Medium Allison, mais elle est alors sur scène remplacée par Allison adulte. D'accord. Donc Allison adulte intervient dans une scène du passé avec cette idée que si elle pouvait changer le passé, si elle avait pu intervenir à ce moment-là, peut-être les choses en auraient été autrement. C'est une chanson qui va illustrer les dialogues impossibles, le regret, les non-dits. On a deux personnages qui vont avoir envie de communiquer. Enfin, il y a Allison qui répète de façon lancinante « Say something, talk to me », mais son père n'arrivera pas à lui parler. Il y a finalement presque un retournement de situation. C'est lui qui a peur de parler à sa fille et pas l'inverse. Donc c'est une chanson, là encore, très belle et particulièrement poignante, on va dire. Et enfin, le final, lui aussi, pas piqué des hannetons en termes de resserrement de la gorge qui peut causer. Final dans lequel communient finalement Allison, Medium Allison et Small Allison. Seul numéro d'ailleurs, si je me souviens bien, qui réunit ces trois versions de Allison qui reprennent donc différentes chansons du spectacle pour former une harmonie. Avec cette thématique de l'avion, du vol, en fait, c'est un jeu d'enfant. C'est d'ailleurs ce qui ouvrait la bande dessinée, le jeu. Ah oui. Donc c'est Small Allison qui était placé sur les jambes de son père et il la faisait ainsi voler. C'est un des rares moments d'ailleurs où on les voit jouer ensemble, où on le voit d'ailleurs tout simplement s'occuper de sa fille. Donc sur ce thème du vol qui va revenir plusieurs fois dans la pièce, on a cette dernière chanson, donc le vol évidemment à la fois comme libération, mais aussi comme narrateur omniscient qui surplombe tout et analyse la situation. Et le caractère d'ailleurs atypique de cet instant de complicité entre le père et la fille est formulé explicitement par Allison parce qu'elle disait de temps en temps there were rare moments of perfect balance when I soared above him, donc un moment d'équilibre parfait où donc là il tient sa place de père en la portant, c'est sa stabilité à lui qui lui permet elle de s'envoler, mais en fait c'est juste un instant par définition précaire de jeu et c'est cette image malgré tout apaisante qui va clôturer son travail. Best game up in the air, a picture of my father. And I don't even care that it pushes my stomach in. Made of little marks. Fly outside, fly outside, fly outside. Si je peux me permettre une petite intervention, moi il y a deux autres chansons que j'aime vraiment beaucoup. C'est d'abord Maps, donc une chanson très très simple mais qui est vraiment que je trouve bouleversante. Donc c'est Allison qui regarde une carte en fait de sa région natale et qui pense à son père et qui constate que toute la vie de son père est contenue dans le cercle qu'elle pourrait former sur la carte. Voilà, cette espèce de petit cercle, toute sa vie était dedans. Enfin, c'est très fort comme métaphore, je trouve. Puis j'aime bien ce truc où elle a un objet dans les mains et il y a un truc concret qui la fait réfléchir à sa vie, à la vie de son père. Enfin, vraiment, ça me touche beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup Raincoat of Love, qui est, avec Come to the Fun Home, l'autre chanson entraînante et dynamique de la pièce. Elles sont assez rares dans cette pièce. Où donc Allison va fantasmer la famille idéale, où tout le monde est solidaire, etc. Qui est une chanson assez sympa aussi. Elle aussi qui permet de jouer sur le contraste de ce qu'elle vit réellement. Everything's alright, babe, when we're together. When we're together, 'cause you are like a raincoat made out of love, keeping me dry. Magic shield of love, protecting me from that weather. Rain from the sky, you are like a raincoat made out of love. Et moi, pour finir, il y avait une chanson dont je voulais parler, qui est une chanson disparue, qui n'existe pas dans la version Broadway.
Chanson qui s'appelle All for Short. Chanson très jazzy avec une ligne de basse introductive assez sympa. Et en fait, c'est ce que j'appellerais fantasy song de Small Allison, c'est-à-dire qu'il y a une chanson qu'elle imagine dans le cadre d'un jeu. Elle s'imagine en Mustang, enfin conduisant une Mustang en France. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais bon, c'est un jeu d'enfant. Et elle l'a trouvée à la casse, elle l'a retapée, un petit peu peut-être comme son père qui lui retape des maisons. Elle sauve une jeune fille d'un homme mal intentionné, la jeune fille la remercie et du coup elle demande à monter dans sa Mustang. Là encore, Small Allison ne sait pas comment le dire, mais elle sait qu'elle veut séduire des femmes, qu'elle se révolte contre l'identité féminine qui lui est assignée, puisque lorsqu'elle dit qu'elle s'appelle Allison, elle dit Al-Ison, en gommant le Ison, donc on peut l'appeler directement Al. Mais d'ailleurs, à la jeune fille imaginaire, elle dit qu'elle peut l'appeler Allison en entier. Donc c'est là encore une chanson de réalisation de son identité butch. Peut-être que ça a été jugé redondant avec Ring of Keys. Ça a été remplacé par la chanson Party Dress. Et en fait, je trouve ça très violent. Donc Party Dress, c'est une chanson, enfin une séquence plutôt assez désagréable où son père cherche à lui mettre la honte du fait qu'elle ne veuille pas porter de robe. La jeune Allison donc trouve ça vraiment humiliant d'être en robe. Je trouve ça d'autant plus violent que cette chanson de libération et de prise de conscience de son identité, d'affirmation de son identité, soit au contraire remplacée par une chanson où le personnage est humilié et malheureux. Et en plus, comme juste après, on a Changing My Major, c'était assez cohérent en fait d'être plutôt sur une dynamique de révélation, de libération, plutôt que d'avoir cette espèce de contraste. Ok, donc si tu avais été consultante en dramaturgie sur l'œuvre, tu aurais dit « Non, ne faites pas ça ». Oui, parce que c'était vraiment une chanson, avant tout une chanson sympa et entraînante, et encore une fois, on aurait pu en mettre une de plus, et je pense que ça a plus de sens. For short, hey, yeah, this is my Mustang convertible. Yeah, I found it at the dump. Pow, I fixed it up myself. Plan, I wanna ride. I'm going to Paris. No, alright. See you later, yeah. Alors maintenant, dis-nous comment se passe la carrière de Fun Home suite à son passage à Broadway. Alors, comme souvent pour les pièces à succès, ça a été suivi d'une tournée, donc tournée américaine. Pendant 1 an, la pièce est jouée dans différentes grandes villes américaines. On a eu aussi une production régionale à Burlington dans le Vermont, donc là où habite Alison Bechdel et là où elle a écrit le livre. Et à l'international, on a eu, alors ça m'a étonnée de découvrir en fait que la première production internationale de Fun Home, ça a été créé à Manille, aux Philippines, dès novembre 2016. Avec notamment Lea Salonga dans le rôle d'Hélène, donc la mère du personnage d'Allison. Oui, donc là aussi, rappelons qui est Lea Salonga, parce que je pense que c'est peut-être la première fois qu'on la mentionne dans le podcast. C'est possible. Donc et pourtant, c'est une grande star de Broadway qui s'est fait connaître dans Miss Saigon, il me semble que c'était un de ses premiers grands rôles, qu'on a aussi vu dans Les Misérables, et dernièrement, on l'a vu également à Broadway dans Once on This Island. Elle est aussi connue pour avoir, elle aussi, fait des voix de princesse Disney, mais uniquement la voix chantée, en l'occurrence les voix de Jasmine et de Mulan. Et elle est aussi apparue dans Crazy Ex-Girlfriend où elle fait la tante de Josh. Je crois, oui, à la fin de la saison 1. Autre version à signaler, une version de Singapour en 2017, une production canadienne à Vancouver en 2018, à chaque fois pour des périodes très courtes. Fun Home fait également sa première à Londres Off West End, au théâtre Young Vic, d'ailleurs dans une production à nouveau dirigée par Sam Gold, qui a été jouée donc de juin à septembre 2018, donc là encore un run très court, qui a été nominé pour 3 Olivier Awards, mais qui n'en a remporté aucun. Bouh. Et à signaler aussi une version en catalan présentée à Barcelone de septembre à novembre 2018. Donc on attend avec impatience la version française. Bah carrément. Nous nous attelons de ce pas à la traduction. C'est parti. Eh bien merci Fanny pour cet aperçu, plus qu'un aperçu peut-être, de Fun Home. On remercie nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy.
Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.